Chers étudiants, bonjour. Un nouveau cours, numéro 5, qui correspond à la séance 5, bien évidemment, dans le module Transformation digitale. Nous allons parler aujourd'hui de la chaîne de valeur et sa digitalisation pour augmenter l'avantage concurrentiel de l'entreprise sur le marché. Comme d'habitude, mes objectifs pédagogiques sont mon contrat pédagogique avec vous. À la fin de cette séance, à vous de me dire si j'ai réussi à vous transmettre le savoir concernant qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de valeur, pourquoi une chaîne de valeur est importante pour l'entreprise, pour l'avantage concurrentiel de l'entreprise et comment la digitalisation est maintenant inévitable, indispensable et comment on peut réaliser cette digitalisation. Je l'ai expliqué, je les ai expliqués, jetez un coup d'œil quand même et je continue. Comme d'habitude, il y a 5 chapitres dans chaque cours. Les 3 premiers chapitres, je transmets le savoir théorique et conceptuel. Le 4e chapitre, on s'assure que vous avez tout compris parce que le 5e chapitre, vous allez travailler sur votre projet en équipe. Le premier chapitre rappelle qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de valeur. Vous êtes censé connaître ce concept de chaîne de valeur développé par un grand théoricien des sciences de gestion, Michael Porter. Je me permets de faire quand même un petit rappel. Voilà, ça commence une chaîne de valeur par les activités principales. Les Américains appellent ces activités principales primary activities. Et je pense que pour cette fois, moi je préfère la traduction française. Les activités principales, vous les connaissez. Pour les simplifier, je dirais input, process, output. Les entrées, la production, la fabrication et les sorties. Vous savez, logistique interne vous permet de faire venir les matières premières dont vous avez besoin pour faire la production. Et puis, il faudrait les transporter dans les lieux de vente. Il faudrait les vendre. Il faudrait fournir du service. Eh bien, vous avez fait votre travail. Est-ce que vous avez fait votre travail? Quand même. Ce n'est pas sûr, parce que ces activités principales ont besoin des activités de soutien. Vous ne pouvez pas faire ces activités principales par elles-mêmes. Donc, vous avez des activités de soutien. Les Américains appellent ça secondary activities. Moi, je préfère franchement, même si le concepteur était un Américain, professeur à Harvard, Michael Porter, encore une fois, je préfère les traductions françaises qui sont plus conceptuelles. Il y a des activités principales, il y a des activités de soutien qui facilitent la réalisation de ces activités principales. Quelles sont ces activités de soutien? C'est par exemple les ressources humaines. Donc les activités principales, vous ne pouvez pas les faire si il n'y a pas des ressources humaines derrière, s'il n'y a pas une infrastructure technologique, si vous ne développez pas les technologies nécessaires au développement technologique que vous voyez ici, vous pouvez appeler cette activité de soutien également de recherche et développement. Et l'approvisionnement, c'est tout dont vous avez besoin, en plus de la logistique interne qui est surtout le stockage et
le transport. Avec toutes ces activités-là, vous avez un coût total de production, de préparation, de fabrication, de tout ce que vous voulez dire. Ok, ça vous a coûté, vous n'avez pas intérêt, l'entreprise n'a pas intérêt à vendre à ce prix-là. Il faudrait avoir une marge et avec cette marge, vous vendez. Regardez un petit peu ces activités, je vous ai tout expliqué, mais je vous laisse quelques instants pour les absorber par la lecture. Moi, personnellement, ça m'aide lorsque j'entends, et je suis très audible, j'aimerais bien entendre, expliquer un concept et une théorie, et puis après, lorsque je peux lire, ça enracine dans mon esprit. Je pense que la majorité des gens sont comme ça, selon les études. Je vous laisse donc lire ces quelques lignes dans le tableau. Le premier tableau, c'est le tableau des activités principales. Et là, le tableau des activités de soutien, des activités principales. Je vous laisse les lire. Et j'apprécie si vous les apprenez par cœur, enfin j'apprécie, vous êtes un petit peu obligé, mais prenez des photos parce que nous aurons une discussion après ce cours filmé et on se réfère assez souvent à ces activités principales et de soutien. Donc ça serait bien que vous les ayez sous les yeux et également, dans le meilleur des cas, présente à l'esprit ces activités-là. Allez, je vous laisse quelques secondes pour lire ces activités dans le deuxième tableau. OK. Est-ce que j'ai bien expliqué tout ça, théoriquement, conceptuellement? Alors, voyons voir comment ces concepts, comment ces théories s'incarnent dans la réalité. Et voilà, vous avez un exemple, c'est un exemple pédagogique. Je l'ai créé à partir de plusieurs documents que j'ai lus, mais l'entreprise, après tout, c'est une entreprise inventée. Vous savez, c'est un petit peu comme dans les films, on dit inspiré des faits réels. Donc, cette chaîne de valeur s'est inspirée des faits très réels, mais dans un but pédagogique, j'ai reformulé ça. Vous allez avoir des exemples très concrets, des entreprises réelles, mais ça, c'est inventé par moi, mais inspiré des faits réels, pour bien comprendre une chaîne de valeur. Exprès, j'ai pris l'exemple inspiré d'un éditeur d'applications parce que nous sommes dans la transformation digitale. Pour la logistique interne, comme disent les Américains, inbound logistics, c'est surtout lorsque vous recevez des matières premières dont vous avez besoin. Dans une approche très efficiente, l'entreprise, surtout digitale, fait de sorte que les matières premières arrivent juste au bon moment pour les utiliser, afin d'éviter le frais de stockage, au moins. Donc, vous voyez, ça baisse énormément les coûts. Les opérations sont très flexibles parce que c'est un programme, le programmeur peut travailler à sa convenance
le fait est qu'il faudrait que l'application soit montée par ces différentes pièces au bon moment. Donc, une fois que vous avez l'idée de cette application, le concept de cette application, vous l'incarnez, vous le produisez, vous l'éditez à la demande. Donc, de nouveau, vous n'avez pas des frais de stockage des produits finis à payer. Et donc, ce qui est extrêmement important, c'est le service pour les produits informatiques. C'est extrêmement, extrêmement important. Chers étudiants, retenez entre parenthèses en digression cette remarque, le service et éventuellement le fer de lance de la compétitivité, là où vous commencerez à travailler comme jeune recruté et puis cadre, et puis ce que je souhaite, cadre supérieur et éventuellement directeur. Or, ces activités principales que j'ai expliquées sont soutenues par d'autres activités. Il faudrait savoir recruter. Et pour un éditeur d'application, on ne va pas recruter à temps plein, on va recruter, mais surtout à temps pour les projets. Et je pense au fur et à mesure, ça sera votre cas. Je pense que la salariat va donner lieu à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire de plus en plus, les gens seraient entrepreneurs et travailleraient à la demande. Donc, par exemple, une entreprise connaît vos compétences et vous contactera pour un projet particulier. Après, vous êtes libre de continuer à travailler ou pas. Vous savez, c'est ce que aujourd'hui on appelle, surtout après le Covid-19, c'est, on dit, la démission massive. Il y a plusieurs cadres aux États-Unis qui ont pris goût à l'indépendance, à travailler à la maison et de faire le job. Donc après, même s'ils étaient des cadres supérieurs avec de très bons salaires, ils ont négocié avec l'entreprise en disant que, écoutez, moi je démissionne. Si vous voulez me garder, on va travailler à la tâche. C'est un phénomène nouveau qui se développe encore plus et je pense que ça correspond également à l'esprit de l'économie digitale, de la transformation digitale. En tout cas, en ce qui concerne cette activité de soutien, ce qui est important, c'est de savoir gérer une base de données de talents et à chaque fois de trouver le bon talent pour travailler avec ces entreprises-là. Je donne un dernier exemple parce que c'est extrêmement important. Un autre jargon pour ça dans le jargon de l'économie digitale, c'est gig economy. G-I-G economy, gig economy, c'est de travailler avec ses indépendants. D'accord? C'est un petit peu comme lorsque vous avez envie de manger quelque chose et une plateforme vous donne accès à plusieurs restaurants et vous choisissez. C'est pareil. Donc, vous allez de plus en plus travailler comme ça. La tendance, c'est que l'entrepreneuriat, ne serait-ce qu'individuel, va remplacer le salariat de plus en plus. Un film est extrêmement intéressant qu'on va étudier ensemble pour une petite discussion autour du film, mais si vous jetez un coup d'œil déjà dans ce film, ça serait bien, ça vous préparera mieux. Ok, vous avez compris ce qu'une chaîne de valeur est. Voyons maintenant comment cette chaîne de valeur peut être digitalisée par l'entreprise. Parce que je vous ai dit, la digitalisation n'est plus une option. La digitalisation est inévitable, sinon l'entreprise disparaît. Mais voyons comment la digitalisation de la chaîne de valeur se réalise.
Une définition, et puis après plusieurs exemples. Vous allez normalement tout comprendre. Si je peux me permettre, si vous n'avez pas très bien compris la première partie, la définition de chaîne de valeur, jetez encore un coup d'œil, revenez, parce que ici je passe par des exemples pour chaque fonction de la chaîne de valeur, et donc vous avez eu la pratique, vous verrez ici l'application. Normalement, vous devez maîtriser ce concept de chaîne de valeur. Mais déjà, une petite définition avant de voir les applications. La digitalisation transforme la chaîne de valeur pour deux objectifs. Productivité, qui ferait baisser les coûts. Qu'est-ce que c'est qu'une productivité? Une productivité, c'est que lorsque vous êtes plus productif, c'est-à-dire dans le même laps de temps, avec les mêmes moyens, vous avez plus de sorties, vous avez plus de produits, vous fabriquez plus. Par exemple, lorsque vous découvrez une application, par exemple Excel, votre productivité, au moment du début de la formation et après la formation et quelques applications, vous serez beaucoup plus productif dans, par exemple, le même laps du temps d'une heure. D'accord? Et donc, c'est ça, la productivité. Or, la digitalisation vous permet d'être beaucoup plus productif parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par maintenant le traitement des données automatique. Vous avez toujours les réponses, vous n'avez pas à calculer, vous n'avez pas à attendre. Vous avez souvent des options sous les yeux qui sont préparées par la machine et vous n'avez qu'à choisir entre ces différents éléments. La digitalisation de la chaîne de valeur vous permet également d'augmenter votre potentiel d'inventivité, c'est-à-dire d'innover davantage. Vous pouvez simuler, vous pouvez voir la réaction des consommateurs, vous pouvez faire des différentes combinaisons facilement, et parfois les différentes combinaisons facilement dans les prototypes, ça vous coûte rien, alors que ça aurait coûté énormément sans le monde digital, parce que vous pouvez faire ici la simulation. Donc, vous voyez, par exemple, on a baissé énormément le temps de préparer des molécules pour des médicaments. Énormément, on a baissé ça. Donc, le vaccin pour le Covid-19 était dans ce cas-là. C'est tout ça, c'est grâce à la digitalisation de la chaîne de valeur. Donc, toute la chaîne de valeur, donc c'était la livraison à l'intérieur de l'entreprise, production, livraison à l'extérieur de l'entreprise et le service sera énormément favorisé par ces éléments-là. Vous ne me croyez pas? Eh bien, vous avez raison. Donc, vous êtes un petit peu sceptique et on va voir si effectivement je peux vous donner des exemples de digitalisation fonction par fonction. Vous vous souvenez bien, parmi les activités principales, pour les Américains, primary activities, nous avons la fonction production. Et regardez comment le Go a complètement changé avec la digitalisation sa fabrication. C'est énorme, c'est énorme. C'est pas sans raison que un leader reste leader. Vous voyez, les leaders sont très convoités. Donc, il faudrait qu'ils passent par plusieurs défis. Il y a des leaders qui disparaissent. Il y a des leaders qui restent. C'est parce que ils attaquent. Il y avait un théoricien en sciences de gestion qui disait les leaders qui restent les leaders, ces leaders, ce sont des leaders qui attaquent leur propre part de marché par d'innovation, par de nouveaux produits. Et voilà, c'est le cas. Je ne sais pas si vous avez jamais joué avec des briques de Lego. Je jouais beaucoup. Donc, vous voyez, c'est une entreprise assez ancienne.
En 2004, surtout avec la digitalisation de la société et l'intérêt des jeunes et des moins jeunes, parce que les moins jeunes également jouaient avec ces briques, Lego était déstabilisé. Des parts de marché qui se perdaient, pas contre des concurrents directs, mais par des concurrents qui vendaient d'autres types de jeux et jouets. Donc, Lego dit, qu'est-ce qu'on va faire pour la production? Qu'est-ce qu'on va produire? Eh bien, avec les technologies digitales, le plus simple, c'est que demander aux consommateurs, demander aux parents, demander aux enfants. Et donc, c'était très facile. Ils ont créé des applications qui étaient faciles à télécharger. Vous savez, en français, vous dites télécharger pour télécharger de l'ordinateur et télécharger sur un ordinateur. Là, ici, je préfère employer les termes en anglais, download, upload. Donc, download, c'est les consommateurs qui downloadent des applications et qui donnent leur design. Ça ne coûtait rien à personne, c'était une application. Et après, upload. Et puis, remettez ça sur la plateforme de Lego. Donc, ça fait une panoplie très étendue de nouveaux produits et de nouvelles offres. Et il y avait d'autres réseaux au sein de l'entreprise qui permettaient aux collaborateurs de travailler sur ces différents designs populaires. Est-ce que c'est un bon design? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va combiner plusieurs designs ensemble, etc. Et donc, Lego retrouve sa position de leader sur le marché, justement, grâce à la digitalisation de la production. C'est toujours Lego, mais c'est des produits qui intéressent maintenant les nouvelles générations ou les générations anciennes qui s'habituent de plus en plus à une société digitale. Alors, il était une fois une autre entreprise que vous connaissez bien, Snapchat. Je ne sais pas si vous l'utilisez ou pas, mais les statistiques montrent que Snapchat est largement utilisé par les jeunes. Ça commence à partir même du collège, avant le lycée en France, pas le collège américain, mais jusqu'à l'enseignement supérieur. Donc Snapchat était très populaire, mais être très populaire, ça ne fait pas du chiffre d'affaires, ça ne fait pas du profit. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et donc la politique de Snapchat était de digitaliser la publicité. C'est-à-dire qu'il y avait une application qui permettait aux annonceurs d'envoyer leurs messages aux utilisateurs qui seraient intéressés par l'annonce. D'accord? C'était pas une bouteille à la mer. C'était qu'il y avait la digitalisation permettait de connaître les utilisateurs, leurs préférences, leurs caractéristiques, permettait de connaître également les caractéristiques des offres, des publicités. Et bien, à partir de ce moment-là, on les mettait ensemble. Résultat, les utilisateurs intéressés par la force des choses, parce que l'annonce parlait de ce qui les intéressait, la notoriété des marques augmente d'une manière accrue et très positive auprès des marchés qui seraient intéressés par ces annonces. Mais tout le monde est content. Les annonceurs vendent et grâce à ces publicités qui font vendre, les annonceurs passent plus de publicité et plus de publicité, c'est plus de revenus, plus de profit pour Snapchat. Voilà, ça c'est une autre fonction des activités principales qui a été digitalisée, qui a donné un nouveau départ à l'entreprise Snapchat.
Voyons la fonction logistique. Vous vous souvenez, ça, je l'aborde seulement ici, c'est parce que cette fonction logistique est bonne aussi bien pour la logistique interne, faire venir des matières premières nécessaires à la production et expédier les produits finis vers des points de vente, vers des revendeurs, etc. Donc, je les regroupe. Plusieurs entreprises travaillent avec UPS. De plus en plus, si vous regardez par exemple les plateformes sur lesquelles vous achetez, et vous voyez que les livreurs ne sont pas forcément les livreurs de l'entreprise même. Même Amazon, qui a comment dirais-je, son propre service de livraison, travaille également avec les livreurs indépendants. Or, comment UPS a fait? UPS, je confonds parfois entre l'anglais et le français, disons en anglais, ça vient plus automatiquement. UPS a décidé de digitaliser tout le processus avec des capteurs. Donc, vous voyez, c'est un petit peu comme Internet des choses. Internet des choses, c'est quoi? C'est que vous mettez des capteurs sur n'importe quoi. Les Américains disent Internet of Things, c'est-à-dire le réseau des choses. Parce que maintenant, ils sont un réseau, ils sont connectés par le fait des capteurs. Donc, avec des capteurs, à tout moment, vous savez où est le colis, où est le camion, tout vous pouvez savoir. Et si, par exemple, sur la route du camion, il y a des embouteillages, ça roule vite ou pas. Donc, ça fait une grande satisfaction de la part des clients, qui étaient surtout des clients professionnels. Les particuliers travaillent avec UPS également, mais le gros de leur marché est composé des professionnels. Et donc, ça déchargeait également énormément les camions, parce que les camions maintenant trouvaient un parcours qui était un parcours efficace, qui roulait et qui, vous savez, maintenant avec le traitement des données, c'est évident pour vous, mais ce n'était pas aussi évident que cela avant la digitalisation, de savoir que, par exemple, écoutez, nous avons, par exemple, je ne sais pas, je simplifie, 500 colis à livrer. Et quels sont les colis parmi ces 500 qui seraient plus ou moins sur le même parcours, dans le même voisinage? Je ne dis pas que c'est impossible pour l'être humain de trouver la solution, mais avec le traitement de données, c'est beaucoup plus simple. Et 500, imaginez maintenant 50 000. Donc, vous voyez, ça serait, si vous voulez, très possible pour l'être humain, mais combien de jours, combien de semaines vous mettez pour trouver la réponse? Or, pour la machine, c'est instantané. Et ça permet de réduire les coûts de transport des camions, entre autres. Donc voilà, un autre exemple de la digitalisation de la chaîne de valeur avec ses intérêts. Et puis, il y a un autre exemple que nous pouvons prendre ici, c'est la fonction service, toujours dans les activités principales. Vous connaissez Starbucks. Voilà, vous connaissez Starbucks. Parfois, j'ai l'impression que je ne parle pas bien évidemment de vous, mes chers étudiants. Parfois, il y a quand même des jeunes qui prennent une classe comme le café Starbucks. Mais c'est un grand café que j'aime bien. On peut s'y installer, on est libre
de travailler, de prendre son café, de sortir, de revenir, etc. Et c'était là le très distinctif de ce café par rapport à d'autres types de cafés aux États-Unis. Il y en a plusieurs, si vous regardez, qui sont là pour travailler, surtout avec Internet. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très commun, mais lorsque ça commençait, c'était vraiment quelque chose. Et je me souviens très bien que vous ne pouviez pas avoir l'accès à Internet d'une manière illimitée. Sauf erreur de ma part, c'était 20 minutes par personne. Donc il y en avait plusieurs de mes étudiants, de mes collègues et d'autres à l'époque qui, toutes les 20 minutes, changeaient de nom et de nouveau prenaient un accès Internet. Donc, maintenant, ce que je veux dire, le café chez Starbucks est formidable, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, le service était très important pour la position concurrentielle de ce café. C'était extrêmement important. Donc, ils ont digitalisé le service dans leur chaîne de valeur autour de l'intérêt pour les clients. Avec la digitalisation, le consommateur pouvait tout faire maintenant sur ces outils digitaux, sur son portable. Commander, améliorer la livraison à l'heure que vous voulez, le lieu bien évidemment, et donc votre compte qui s'adapte à vous, qui serait au fur et à mesure de vos échanges avec Starbucks sur mesure et sur toutes les chaînes vous pouviez faire ça, c'est-à-dire que vous pouviez commencer une commande et aller dire à la borne du restaurant que vous êtes arrivé et que vous aimeriez avoir votre café. Donc le résultat, le client était très satisfait. Le client est digitalisé, que vous voulez ou non. Je dis ça en toute modestie. Je pense que l'accueil que vous avez fait de ces cours filmés, c'est tout simplement parce que vous êtes digitalisé. Nous sommes dans une société digitalisée. Nous n'échappons pas à cela. Le rapport humain doit être pour autre chose. Voilà, je milite en toute modestie pour ma démarche. Mais c'est cela, c'est-à-dire que lorsque vous commandez votre café sur votre portable, le serveur dans le restaurant reste toujours très amical avec vous, très relationnel avec vous, vous appelle par votre prénom, vous demande s'il peut faire quelque chose pour vous, etc. C'est pas contradictoire, mais le consommateur n'aimerait pas attendre dans la queue pour commander quelque chose. Il commande, il arrive et il sympathise. C'est pas plus intéressant cela? Et donc, les clients deviennent beaucoup plus fidèles et il y a moins de fuites à partir de cela. Eh bien, et voilà. Et donc, nous faisons la transformation digitale, c'est surtout pour augmenter la performance commerciale de l'entreprise et c'est ce qui s'est passé pour Starbucks. Tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant, c'était des fonctions principales. Vous vous souvenez, il y a des fonctions de soutien, d'accord, qui soutiennent que les activités principales se déroulent bien. Une des fonctions de soutien très importantes, c'est la fonction ressources humaines, et je pense que ça serait encore plus important parce que les travailleurs, les collaborateurs demandent des modalités très diverses et variées à leur employeur. Vous voyez, donc avant, tout est différent, tout devient pluriel. Vous avez plusieurs choix pour acheter n'importe quoi sur le marché. Un restaurant, lorsque vous mettez un restaurant, par exemple chinois, vous avez une liste et vous allez choisir parmi ces différents restaurants. Et pourquoi le travailler
ne serait pas également flexible. Donc, pour rendre le travail flexible, la fonction ressources humaines doit s'adapter. Et regardez comment Netflix a fait cela. Netflix digitalise la fonction ressources humaines pour soutenir déjà la digitalisation de ses activités principales et sa position stratégique sur le marché. Le recrutement se fait d'une manière digitale. Peut-être que certains d'entre vous, pour entrer à cette école, vous avez eu votre premier contact sur Internet. Là maintenant, optimiser le recrutement, c'est d'une manière digitale. C'est-à-dire que l'employeur va visiter le candidat, bien évidemment. Mais il y a plusieurs candidats au premier degré qui ne passent pas au deuxième degré parce que le premier contact sur le digital n'est pas probant. Et sachez que de plus en plus maintenant, avec le monde virtuel que Facebook développera, plusieurs recrutements, les grandes parties vont se dérouler dans le monde virtuel. Ça réduit les coûts, ça améliore l'efficacité des procédures, c'est-à-dire que j'ai horreur de ça, moi personnellement, c'est la paperasse. C'est la paperasse, ça me tue. Et donc, vous voyez, digitalement, vous n'avez pas de papier à garder, vous n'avez même pas parfois à écrire parce que ça vous donne des options. Donc, vous voyez, tout le monde est beaucoup plus content comme ça. Et les clients, les collaborateurs sont beaucoup plus engagés parce que tout le monde est disponible pour tout le monde. Vous pouvez envoyer un mail, vous pouvez discuter, vous pouvez parler et ça rend non seulement les gens à recruter contents, mais également les collaborateurs. Les résultats, le processus qui est plus efficace, donc moins coûteux, de manière générale. On recrute beaucoup plus facilement. Ne soyez pas étonnés, regardez, vous avez une grande base de données, au lieu de comparer 2 candidats, vous pouvez comparer 200 candidats. Parce qu'avec le traitement des données, ça va beaucoup plus loin. Chers amis, c'est pour ça que moi je vous dis, il faut être vraiment polyvalent. Compétences dures et compétences soft, parce qu'au fur et à mesure, ces machines peuvent tenir compte de toutes ces caractéristiques et les comparer et arriver à, comme disent les Américains, à une short list, c'est-à-dire un nombre réduit des candidats, éventuellement pour des entretiens, et encore plus, in fine, des entretiens présentiels. Et ça garde également les talents, parce que les ressources humaines se libèrent des routines et peut se consacrer davantage à ses relations humaines avec ses collaborateurs. Donc, tout le monde est satisfait pour cela. Vous avez un autre film ici à voir, ça également, nous aurons l'occasion d'en parler pour une petite discussion. Ok, si vous vous souvenez bien, dans le cours, dans la séance précédente, lorsqu'on parlait du business model, il y avait un des éléments constituants du business model, du modèle économique, c'était la gouvernance de l'écosystème. Parce qu'on a dit que l'entreprise de plus en plus se concentre sur une activité principale pour externaliser d'autres activités dont la compétence échappe à l'entreprise, à des partenaires, à des sous-traitants. Donc, au bout d'un moment, il existe un écosystème dont le bon fonctionnement est vital
pour la production de l'entreprise, mais l'entreprise n'a pas le pouvoir sur tous ses partenaires parce que ce n'est pas ses salariés. Nous avons dit, c'est la gouvernance. Alors, eh bien, un autre aspect, vous voyez ici. Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de valeur étendue? Dans un premier temps, les entreprises performantes maintiennent le corps de l'activité, c'est-à-dire l'activité qu'ils font terriblement bien, et puis externalisent plusieurs d'autres fonctions dont les autres font mieux. Par exemple, une entreprise qui fabrique n'est pas forcément une bonne entreprise financière pour les modes de paiement. Une entreprise qui fabrique n'est pas forcément une bonne entreprise pour faire la livraison. Même parfois, une entreprise qui fabrique très bien n'est pas très bon pour recruter des collaborateurs. Donc, vous voyez, pour ça, on externalise. Mais avec les technologies digitales, ce qui est désintégré, ce qui est externalisé, est de nouveau réintégré d'une manière digitale autour de l'entreprise. C'est-à-dire, même si votre sous-traitant est chinois, vous êtes français, votre sous-traitant est chinois, par exemple, je dis, mais digitalement, il est juste à côté de vous, comme s'il est intégré dans votre entreprise. Il vous répond instantanément. Donc, vous voyez, il semble qu'après une désintégration pour augmenter la productivité, la compétitivité de l'entreprise, il y a une réintégration digitale, c'est-à-dire que tout le réseau, tout l'écosystème, en l'occurrence toute la chaîne de valeur de l'entreprise est digitalement intégrée de nouveau. Donc il y a des chaînes de valeur maintenant qui vont du fournisseur au client avec beaucoup d'autres partenaires qui sont de nouveau réintégrés digitalement. Lorsque, par exemple, voyez encore dans la chaîne de valeur, je vous donne un exemple, lorsque le client achète beaucoup l'un de vos produits, votre fournisseur va comprendre instantanément et qui vous dit, allez, moi je peux maintenant vous envoyer vos matières premières. Voyez bien ce qu'est une chaîne de valeur intégrée digitalement, étendue. Regardez, ça cet exemple que vous connaissez certainement. Airbus, c'est le nord des Européens. Que ça soit dit entre parenthèses, je ne veux pas entrer dans la politique. Allez, je dis d'une manière furtive et j'en passe, ça serait vraiment dommage qu'on détruit l'Union européenne au nom des intérêts nationaux. Je pense tout au contraire, demander aux Anglais si bouder l'Union européenne va mieux protéger les intérêts nationaux. Je dis politique, mais ce n'est pas tellement politique, c'est tout simplement, vous avez un marché avec des avantages dans ce marché et l'Union européenne garde ce marché et est garante de ce marché-là. Vous en sortez, vous en sortez. Un des exemples de la collaboration parmi les Européens, c'est Airbus. Regardez bien la chaîne de valeur de Airbus. Désintégrée, c'est-à-dire que vous avez plusieurs activités qui ne sont pas gérées directement par l'unité centrale d'Airbus, mais qui sont de nouveau réintégrées par les technologies digitales. Par exemple, regardez Analytics, que vous avez en bas à gauche. Un autre exemple que vous allez aimer plus, c'est ça. Je suis sûr que vous allez aimer ce schéma. C'est un avion Airbus. Regardez bien les différents partenaires. Comment on peut arriver à délivrer un produit si sophistiqué qu'un avion Airbus sans travailler bien efficacement d'une manière synergique ensemble. Donc, c'est une grande harmonie comme dans un orchestre. Eh bien,
la relation, si les membres, si les musiciens d'un orchestre sont dans la même salle, là ici, les musiciens ne sont pas dans la même salle. Ils sont partout dans le monde. Regardez bien, vous avez là ici, regardez un petit peu. Vous avez les Américains, vous avez les Québécois, vous avez les Suédois, vous avez des Anglais, vous avez même des Coréens. Donc vous avez des partenaires un petit peu de partout dans le monde. Et cette chaîne de valeur est réintégrée, ou en d'autres termes, cette chaîne de valeur réintègre les partenaires désintégrés par le fait des outils digitaux. C'est un exemple formidable que vous avez ici. La seule chose, c'est que Airbus doit contrôler parce que le produit, c'est son produit. Là, par exemple, regardez. Voilà, vous avez les différents partenaires de Airbus. Il y a un système de facturage, invoicing, qui est contrôlé par les outils digitaux contrôlés par Airbus. Maintenant, j'ai pris la fonction de facturage, mais ça peut être également beaucoup d'autres activités, beaucoup d'autres tâches. Vous allez me dire, il ne connaît que Airbus pour la chaîne de valeur étendue. Ça n'existe pas ailleurs. Eh bien, allons voir. Vous connaissez cette banque des Pays-Bas, hollandaise. Ils ont fait un travail énorme avec la transformation digitale de leur chaîne de valeur. Squad et tribu. Tribu, pour simplifier, c'est des différentes spécialités au sein de la banque. D'accord? Par exemple, ça peut être des gens qui sont spécialisés pour réinvestissement, pour la gestion de patrimoine, etc. Donc, c'est organisé par des spécialités. Ça, c'est les tribus. Et des squads, c'est lorsque vous avez un projet bien particulier, vous prenez des membres de chaque tribu et vous formez une équipe d'attaque efficace et vous attaquez le problème, la mission, vous réalisez la mission et puis c'est bon, c'est fini. C'est un petit peu, si vous vous souvenez, dans le film que j'aimais beaucoup, dans toutes ses versions, Mission Impossible. Il y a une mission qui tombe, donc l'équipe se forme autour de cette mission-là, on réalise la mission et puis après on s'en va. Donc c'est là ici, c'est pareil. Et tout ça, c'est possible grâce à ces technologies digitales. Parce que même choisir les membres des squads, c'est le digital qui aide beaucoup. Imaginez que vous avez besoin d'une spécialité, mais vous ne connaissez personne pour cela. Eh bien, le digital va vous dire, ah, donc vous savez, il y a déjà 5-6 qui travaillent à la maison sur votre spécialité recherchée, et je connais également 2 indépendants, 3 indépendants, 5 indépendants qui ont déjà travaillé avec nous et qui seraient intéressés de travailler avec notre entreprise. Donc, vous voyez, facilement, vous arrivez à monter votre équipe de choc. Donc, nous avons vu la chaîne de valeur digitale étendue dans l'aéronautique, dans la banque. Est-ce que ça existe ailleurs? Bien évidemment que ça existe ailleurs. C'est votre iPhone. Si vous regardez au dos de votre iPhone, c'est marqué Design en Californie, fabriqué en Chine, entre autres. Mais les différentes pièces, sauf erreur de ma part, ne me prenez pas à la lettre, mais je pense qu'il y a presque 200 pièces à rassembler pour faire un téléphone iPhone. Et
majorité des partenaires se trouvent à l'extérieur des États-Unis. Et lorsque Trump était président, avec cette politique que j'aime pas du tout, que ce soit par Trump ou un autre président, c'est le protectionnisme. Donc les Chinois ne peuvent pas exporter, les autres ne peuvent pas exporter, etc. Comme si les entreprises n'étaient pas assez adultes pour décider à qui elles peuvent travailler. Même Trump a été obligé d'accorder des exceptions à certaines entreprises comme Apple, parce qu'Apple a dit, mais écoutez, nous allons perdre tout si vous ne nous laissez pas de travailler selon notre écosystème, selon notre chaîne de valeur étendue digitale. Après plusieurs essais-erreurs, nous avons réussi à faire une chaîne de valeur énorme. Très bien, je pense que nous avons revu les 3 chapitres sur les théories, les concepts et les applications. Avez-vous bien compris, chers étudiants, ces concepts et ces théories? Je vous laisse quelques secondes à lire et à répondre sincèrement à ces questions-là. BA, below average, je ne suis pas content. MA, meets average, c'est bon. Above average, je pense que je peux l'enseigner. Je plaisante. Mais soyez sûrs et certains que vous avez compris ces différents concepts parce qu'on va attaquer, comme d'habitude, le 5e chapitre de votre projet collectif. Très bien, c'est lors de l'atelier pour préparer le 5e chapitre de votre mémoire écrit et de votre présentation orale, et à la séance 7 et à la séance 10. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour l'atelier et la mission de la séance 5? Voilà, je vous laisse lire ici les différentes solutions qui facilitent la digitalisation de la chaîne de valeur étendue. Je vous laisse lire parce que ça serait éparpant que je lise ce que vous avez ici sous les yeux. Vous êtes capable de lire, bien évidemment. Tout simplement, j'aimerais faire une recommandation avant de vous laisser tranquille pendant quelques secondes pour lire le tableau. Si jamais vous pouvez travailler pour ce projet sur la réalité virtuelle, ça serait formidable parce que c'est cette réalité virtuelle qui sera en relief, sinon prédominante dans la société, dans l'économie, avant que vous finissiez cette école. Voyons encore un autre exemple. C'est une sélection des applications de l'intelligence artificielle par le secteur d'activité. D'accord? C'est-à-dire que quels sont les secteurs d'activité? Je ne sais pas, votre secteur du fil conducteur figure sur notre tableau ou pas, mais comprenez l'esprit. C'est que vous avez un secteur. Dans ce secteur, quelles sont les applications de l'intelligence artificielle générative qu'on utilise d'une manière beaucoup plus récurrente? Par exemple, dans la santé, vous l'avez quelque part ici, dans par exemple l'industrie pharmaceutique, et regardez les types d'intelligence artificielle qu'on utilise également. Je dis la santé parce que je sais qu'une équipe travaille sur la santé. Il y a une autre équipe qui travaille sur produits
agricole, mais malheureusement, nous ne l'avons pas ici. Peut-être quand même qu'un petit peu pharmaceutique pour répondre à certains produits type engrais. En tout cas, l'équipe qui travaille sur la santé est gâtée ici parce que vous avez et pharmaceutique et prestations de soins de santé ici. Là. Je pense que l'équipe qui travaille également sur le militaire et l'armée peut trouver des éléments intéressants ici dans le secteur fabrication de produits électroniques, fabrication en général. Et même peut-être accessoirement fabrication automobile. Je vous laisse lire toujours. Là ici, de nouveau, on a différentes fonctions. Ça peut être dans la chaîne de valeur. Vous dites juridique n'était pas dans la chaîne de valeur, mais ressources humaines si, et le responsable des ressources humaines doit connaître les codes juridiques pour éviter toute surprise embêtante pour l'entreprise. Regardez les outils divers et variés de l'intelligence artificielle que les entreprises peuvent adopter pour leur chaîne de valeur. Je vous laisse regarder un petit peu. Ok, je pense que c'est bon, sinon vous rembobinez un petit peu. C'est la fin. J'ai fini le cours numéro 5. Avant de venir me retrouver dans la salle, s'il vous plaît, premièrement, une petite réflexion, concentration sur cette citation que j'aime beaucoup de Catherine Poulsifé, qui est une des plus grandes expertes en développement personnel, qui intervient souvent auprès des professionnels, parfois dans les meilleures universités du monde, pour comment se comporter, quelle attitude faut-il avoir dans le travail. Vous savez, elle parle beaucoup des compétences soft, douces, dont je vous ai parlé en classe pas mal. Elle dit, j'aime beaucoup, c'est très bien formulé, les compétences techniques, c'est-à-dire devenir ingénieur, devenir commercial, devenir médecin, vous aident à obtenir un emploi, disons un revenu. Mais les compétences sociales et le respect vous aident à le garder. C'est très bien dit, c'est très bien formulé. Juste encore un petit moment de douceur, la musique, avant de passer me voir.